chers collègues, chères auditrices, chers auditeurs, mesdames, messieurs. Donc, je me présente, je suis Sylvane Casademont et je suis la directrice de l'IHEST, donc l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Et je vais aider un peu à faire le fil rouge cet après-midi avec Arnaud qui, lui, va avoir un rôle beaucoup plus important puisque c'est lui qui va animer les tables rondes et c'est un peu sur lui aussi que reposera le débat, l'organisation des débats que vous aurez lors des tables rondes, parce que vous serez actifs lors de ces tables rondes. Nous avons, comme l'a dit Madame Madelin, nous avons 4 groupes qui ont travaillé ce matin, qui vont restituer leurs travaux et leurs propositions seront discutées avec vous, avec WooClap. Donc, la pédagogie étant l'art de la répétition, donc je vous rappelle que vous avez donc ici tout ce qu'il faut pour vous connecter. Donc, et vous avez aussi d'ailleurs ces informations sur le document papier que vous avez avec vous. Nous allons poursuivre nos travaux après l'allocution absolument passionnante de Madame la Ministre avec une personnalité non française, puisque nous sommes en Europe, la France n'est qu'un des pays européens. Donc, nous souhaitons introduire ce séminaire avec une vision qui est celle d'un de nos partenaires. Madame la Ministre a rappelé que nous étions le 9 novembre. Si je me permettrais d'ajouter que le général de Gaulle est aussi celui qui a développé, qui avait des liens forts avec le chancelier Adenauer, et les deux ont contribué à monter ce que l'on a coutume d'appeler le couple franco-allemand. Par ailleurs, le 9 novembre 1989 tombait le mur de Berlin. Et cette chute du mur de Berlin a donné à l'Europe un nouveau visage, puisqu'il a été suivi ensuite par la chute de l'Union soviétique, et que les pays du bloc soviétique donc, ont adhéré à l'Union européenne, changeant un peu à la fois le visage de l'Europe et puis les rapports, évidemment, de force entre les pays européens. Donc, nous avons opté pour une intervenante allemande, la docteure Franziska Brantner. Franziska Brantner est originaire du Bade-Wurtemberg, elle est francophone et elle est francophile. Elle est une scientifique, comme l'a souligné Madame la Ministre, en Allemagne aussi, il y a beaucoup de scientifiques qui sont à la tête non seulement de l'administration mais de l'État, et c'était le cas évidemment, vous le savez, de Madame Merkel. Madame Brantner est scientifique et elle est une scientifique de celles que Bruno Latour nomme les sciences douces, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales. Elle est diplômée de Sciences Po Paris, elle est diplômée aussi de l'Université de Columbia à New York et elle a soutenu une thèse de doctorat en sciences sociales à l'Université de Mannheim. Elle est aujourd'hui une femme politique reconnue. Elle a été élue en 2009 au Parlement européen. Puis, elle est députée au Bundestag depuis 2013 et elle vient d'être très brillamment réélue cet automne. Alors, elle est membre du Comité pour les affaires de l'Union européenne, elle est membre suppléant du Comité pour les affaires étrangères et elle est aussi membre du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande qui a été créée en 2019. Au Bundestag, Madame Brantner dirige le groupe parlementaire de son parti, qui est Alliance 90 Les Verts, et elle en est le porte-parole sur les questions européennes. À ce titre, elle est engagée très profondément dans les négociations de coalition entre les 3 partis qui ont remporté en mois de septembre les élections allemandes, le SPD, les libéraux et les Verts, et qui sont en train de s'entendre pour former le nouveau gouvernement allemand. Donc, ces négociations se déroulant en 24 heures sur 24, quasiment, Madame Brantner n'a pu se joindre à nous, même en visioconférence, mais elle a tenu véritablement à intervenir dans notre séminaire et elle a enregistré son message en vidéo hier. Donc, nous lui avions demandé comment elle voyait l'Europe dans un horizon de 5 à 10 ans.
du point de vue de son action politique et de son positionnement, bien entendu, mais aussi en tant que scientifique et en tant que citoyenne. Donc, je vous propose de l'écouter et donc de visionner la vidéo. Chers amis, je suis bien contente de pouvoir vous adresser, même si j'aurais bien aimé être avec vous en vidéoconférence directement. Mais malheureusement, les négociations pour la nouvelle coalition en Allemagne ne le permettent pas, parce qu'on négocie en continuité. Et du coup, je suis désolée de devoir passer mon message par ici, par vidéo, et pas en direct avec vous en live. Mais je vous assure que pendant ces négociations en ce moment, je me bats pour une Europe plus puissante, pour une Europe plus résiliente, une Europe qui défend ses valeurs, ses intérêts, qui est claire quand il s'agit de défendre l'état de droit, les droits des hommes et les libertés fondamentales de l'Union européenne. C'est un des objectifs clés que je me suis posé pour ces négociations, c'est d'arrêter avec le cours d'apaisement qui a été le cours de la chancelière Merkel pendant des années vis-à-vis de ceux qui veulent détruire notre démocratie, notre Europe, tels que Orban, Kaczynski, etc. Moi, je pense qu'il faut être très clair ces jours-ci que nous allons défendre l'état de droit, les droits des hommes au sein de l'Union européenne ainsi qu'à ses frontières. Et que, au cas donné, des conséquences doivent être là si ces fondements de l'Union européenne soient mis en cause. Et j'espère que ça sera vraiment des pas fondamentaux que ce nouveau gouvernement pourrait affranchir. Du coup, pour moi, une des priorités, c'est vraiment de renforcer les mécanismes de l'état de droit, de les utiliser, de les appliquer et en même temps de soutenir tous ceux et toutes celles qui, dans ces états-là, se battent pour l'état de droit, pour les droits de l'homme, les droits des femmes, et qu'on les soutient avec encore plus de ferveur et d'encouragement. C'est un travail sûrement difficile et en même temps très important. Et je pense que si on est très clair d'un côté sur les droits des hommes, sur l'état de droit, créons alors d'autres ponts sur d'autres sujets, signalant qu'on n'est pas opposé aux Polonais, on n'est pas opposé aux Hongrois, au contraire, qu'on aimerait bien aussi renforcer leur sécurité, qu'on est à leur côté quand il s'agit de l'énergie, qu'on ne les laissera pas seuls avec les réfugiés qui viennent aujourd'hui de la Biélorussie par Loukachenko qui essaye de faire chantage. Du coup, je pense que là, il faut être très clair, de créer des ponts sur l'énergie, sur la défense, sur les questions de la migration, de signaler clairement l'Union européenne, c'est aussi ça, la solidarité. Et c'est pour ça qu'on s'est battu, nous, les Verts en Allemagne, contre Nord Stream 2, le projet de Poutine pour la nouvelle pipeline de gaz qui va directement de l'Allemagne en Russie, parce qu'on pense que voilà, c'est important de prendre en compte et de respecter les intérêts sécuritaires, énergétiques aussi de nos voisins de l'Europe de l'Est. Du coup, c'est un nouveau équilibre, un nouvel équilibre entre une clarté sur les droits des hommes, sur l'état de droit, et en même temps de prendre plus en compte et de respecter leurs intérêts de sécurité, de protection, de besoin de solidarité aussi. Et je pense que de cette manière, on pourrait aussi avancer sur d'autres sujets. Il est clair que nous devons aller avec quelques-uns en avant, si c'est nécessaire, sur la politique extérieure, la migration, etc. Je pense que le modèle d'attendre que tous les 27 soient d'accord nous bloque trop, et que nous devons avoir le courage de former des alliances de ceux qui sont prêts à aller devant, d'avancer, bien sûr d'une manière que les portes soient toujours ouvertes à tous ceux qui aimeraient nous rejoindre plus tard. Ça doit être un processus ouvert, sous aussi le contrôle du Parlement européen. Il ne faut pas retourner à l'âge de l'intergouvernementalisme, vraiment de renforcer les institutions européennes, mais dans ce cadre-là, oui, d'avancer de temps en temps avec ceux qui sont prêts à le faire. Et je pense que ça va être important pour nous
mettre en valeur l'importance de l'Europe pour sauver le climat. Et la Commission a proposé un package cohérent, important, avec le package de Fit for 55, que nous devons maintenant discuter, trouver des compromis et être ambitieux. Je pense que la jeunesse de l'Europe, mais aussi ma génération, attend l'Europe qu'on soit au rendez-vous de l'histoire. Que ça soit nous, les Européens, qui développent les technologies du futur, qui pourraient être exportées dans le monde entier pour la transition nécessaire, pour la décarbonisation nécessaire, et ça d'une manière sociale cohérente. Du coup, pour ça, je pense qu'il est vraiment important qu'on investisse dans la recherche, dans l'innovation, mais qu'on donne aussi un cadre réglementaire et un prix qui est à la hauteur de sa nuisance du CO2 en Europe. Et je pense que ce n'est pas juste une question du climat, c'est une question de la compétitivité de l'Europe, d'investir ici, de faire des pas dans notre infrastructure énergétique, numérique, et de faire un vrai pas européen dans cette direction. Et je sais que pour les Français, le nucléaire est important, mais permettez-moi de vous donner notre point de vue. Laissons d'à côté tous les risques qu'il y a qui sont liés à des centrales nucléaires. Il y en a, on ne peut pas les nier, même si on peut discuter le niveau de risque. Il y en a. Mais bon, laissons de côté la question des déchets aussi. C'est une question compliquée en Allemagne, où déposer les déchets. Laissons tout ça de côté. Et en même temps, si on laisse tout ça de côté, on sait très bien que nous avons un problème sur la question de savoir si on peut exporter ces technologies. Parce que nous devons investir comme État dans les technologies qui sont exportables dans le monde entier. Parce que le défi, ce n'est pas la décarbonisation en Europe, c'est la décarbonisation dans le monde entier. Et du coup, les centrales nucléaires aujourd'hui ne sont pas rentables économiquement. Il faut un investissement massif de l'État, de l'Europe. Et la question qui se pose à nous, est-ce qu'on peut faire tous ces investissements dans des technologies qui ne sont pas exportables au monde entier? Parce qu'on ne peut pas exporter des technologies qui ont besoin de l'uranium, après peut-être du plutonium, dans tous les États de ce monde. C'est pas possible d'un point de vue de sécurité internationale. Du coup, à notre avis, il faut utiliser l'argent public pour des technologies exportables dans le monde entier demain. Et ça, on se retrouve alors dans un cadre des énergies renouvelables, de l'hydrogène, etc. Mais du coup, pour nous, on sait très bien que la France a un autre chemin, mais le chemin européen, l'argent public européen, doit aller dans les technologies qui serviront le monde entier à se décarboniser. J'espère qu'on trouvera des moyens ensemble pour faire avancer ce projet qui est à mon avis primordial pour l'Europe, pour démontrer qu'on a la capacité d'adaptation, de changement pour avancer l'Europe économiquement, socialement et bien sûr sur le cadre planétaire pour le bien-être de nos enfants. Moi j'ai une fille de 11 ans. Elle me demande tous les matins, maman, tu te bats très très bien, j'espère, pour notre Europe, pour mon futur, parce que j'ai envie de vivre en Europe paisible, dans une Europe qui est encore un endroit vivable dans le futur. Et je lui promets tous les matins que c'est ça pour ce que je me combats, pourquoi je me lève et pourquoi je vais aux négociations tous les matins. Je veux laisser à ma fille un endroit merveilleux en Europe, où elle peut vivre, aller travailler, étudier où elle veut, où elle peut être avec ses amis européens, internationaux, et en même temps de préserver notre planète. Et je pense que ça, c'est le défi de ma génération, de notre génération, d'y mettre les meilleures idées, les ressources, les ingénieurs, tous ceux qui ont la capacité d'y penser, les chercheurs, les scientifiques. On a besoin de travailler tous ensemble. Et c'est clair que c'est au niveau européen qu'on doit le faire. Et un dernier point qui est important pour moi, c'est la question de la défense de notre démocratie et de l'Europe. Moi, je vois avec souci
qu'il y a de plus en plus de mise en question de l'état de droit européen, du rôle de la Cour européenne de justice. Il y a de plus en plus de mise en question de notre appartenance à un système de valeurs. Et il y a aussi un acteur qui est là-dedans très important, ce sont les réseaux médias qui fonctionnent et qui profitent du fait de la polarisation de nos sociétés. On sait très bien que Facebook, Google, YouTube, etc., ils gagnent leur vie sur la polarisation de nos sociétés. Ce qui les fait enrichir, c'est la destruction de notre démocratie. Du coup, allons réglementer ces acteurs. Allons permettre à la démocratie de survivre. Parce que la démocratie, c'est le compromis. C'est l'entendre de l'autre, d'aller vers l'autre. Ce n'est pas la polarisation. Ce ne sont pas les fake news. Ce ne sont pas les complots des théoriciens. Du coup, allons aussi, ensemble comme Européens, défendre notre intérêt dans le numérique, notre indépendance, notre sécurité et notre démocratie numérique. Ça, c'est un autre point qui est sur l'agenda de l'Union européenne dans les jours et les mois qui viennent. Et j'espère qu'on défendra ensemble notre Europe. Merci à vous et à bientôt.